Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy de nuevo contamos con la presencia del doctor Marguerón, que, como todos ustedes saben, ayer ya vino y nos dio una espléndida conferencia sobre la arquitectura y los arquitectos en Mesopotamia. Pero hoy nos va a presentar un libro sobre Mari, le temps d'histoire visité, nouvelle conclusion, junto con los doctores Juan Luis Fenellos y con el doctor Ignacio Márquez. Para los que no estuvieron ayer, bueno, una breve referencia a la trayectoria profesional del doctor Margueró y luego también de los dos doctores antes mencionados. El doctor Margueró es director de l'École pratique de haute étude de París y lleva una trayectoria bastante larga, casi o más de 4 décadas, con estudios y proyectos arqueológicos que le han convertido en uno de los investigadores de mayor prestigio internacional dentro de su campo sobre el mundo o la cuenca sirio-mesopotámica del tercer y segundo milenio. Ha sido director de excavaciones como el Larsa entre 1969 y 1970, Ugarit, 1975-76, Emar, 1972-78 y, por supuesto, Mari, desde el año 1979 hasta el año 2004. Hablar de su bibliografía es, aquí casi imposible, así que me centraré en 3 libros, que es un compendio de sus trabajos en Mari, aparte del que va a presentar, y que desde luego son obra de referencia para todos los investigadores en este campo. Por un lado, Mari, la metrópolis del Éufrates durante el tercer milenio, las ciudades invisibles, el nacimiento del urbanismo en el Próximo Oriente Antiguo y Mari, la capital del norte de Mesopotamia, en el tercer milenio. Bueno, como anécdota, ya lo dije ayer, probablemente lo sabéis, el doctor Marguerón nació en Madrid, pero poco antes de la Guerra Civil, pues su país se trasladaron a Francia y, simplemente era anecdótico. El doctor Ignacio Márquez, que va a ser el primero que va a hablar, es asiriólogo, científico titular del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC desde el año 2007. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, secretario del Centro de Estudios de Próximo Oriente, director de la colección del CSIC, Biblioteca de Próximo Oriente Antiguo y Semítica Antigua de la Universidad de Córdoba. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales, en el ámbito de la siriología y la arqueología de Próximo Oriente, y desde 2005 y hasta el año 2011 fue el epigrafista de la misión arqueológica sirio-española en el Valle Medio del Éufrates. El doctor Juan Luis Montero Fenellos es profesor de la Universidad Antigua, de Historia Antigua de la Universidad de La Coruña. Posee también una amplia experiencia en la zona de Mari como miembro de los equipos de Estel Karakuzak entre los años 1992 y 1994, en Mari entre 1998 y 2003 y como director del proyecto arqueológico Medio Éufrates Sirio de 2005 a 2011. En la actualidad dirige un proyecto en Palestina, en Tel El Fara, y destacan sobre todo sus aportaciones en Mari, en especial sobre las cuestiones de la metalurgia, y en Babilonia, nuevas hipótesis sobre la Torre de Babel. Ha participado, en este caso, en uno de los capítulos del libro y, yo les dejo con ellos, creo que ellos son los protagonistas, los que tienen que hablar, y decirles que tras su intervención espero que todos participéis para que esto se convierta en una verdadera rueda de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta presentación del libro del profesor Marguerón. La verdad es que si quisiéramos evaluar el acto de hoy según los rigurosos criterios de calidad que rigen actualmente la vida académica, poca duda nos cabe de que se nos concedería la calificación más alta posible. Y esto por 3 razones principales. Por la indiscutible excelencia científica del libro que aquí se presenta, por la calidad de la edición y por la interinstitucionalidad y pluriinstitucionalidad del acto en sí.
del enorme prestigio del autor de la obra Marie le Temple d'Ishtar revisité y de su insigne y dilatada trayectoria científica, poco podemos añadir a lo dicho estos días por la doctora Esther Pons. Los que tuvieron la oportunidad de escuchar ayer la conferencia magistral del profesor Margueron, o los que le hayan leído o escuchado en otras ocasiones, habrán podido comprobar el rigor científico y la claridad expositiva que caracterizan su trabajo desde siempre. Tiene, en efecto, acostumbrada a la comunidad científica, arqueólogos y asiriólogos, historiadores y hasta arquitectos, el rigor de sus planteamientos, del análisis de sus datos y observaciones sistemáticas, de sus razonamientos lógico-deductivos. Solo así, como nos insiste él mismo, mediante el método científico preciso y sencillo, y por ello tan difícil de practicar con éxito, se garantiza, nos dice, la validez de los resultados. ¿Y qué resultados en este caso? Efectivamente, los que conozcan la obra de Margueron sabrán que lo que la caracteriza, además de su rigor científico, es el alcance de sus planteamientos y de sus resultados, pues en la mayoría de los casos estos tienden a sacudir los cimientos, por emplear una metáfora apropiada para la ocasión, tienden, decía, a sacudir los cimientos de los postulados tradicionales del saber convencional de la disciplina. Pese a las reacciones no siempre afables que ello ha generado y las reticencias de los colegas conservadores, no necesariamente de edad avanzada, hoy no hay en el campo de la arqueología mesopotámica quien rechace o pueda obviar expresiones y nociones como la infraestructura compartimentada, la infrastructure compartimentée, la calzada absorbente, la chaussée absorbante, o aún el trazado regulador, le tracé régulateur, todas ellas introducidas en la disciplina por el profesor Margueron. El libro que hoy se presenta es un claro ejemplo o reflejo de estas dos facetas que acabamos de apuntar, como son el riguroso método científico y lo innovador, o si se quiere incluso revolucionario, de los resultados. No voy a ser yo quien se los exponga a ustedes a continuación, pues nadie mejor para hacerlo dentro de unos minutos que el propio autor. Pero lo que sí quisiera señalar ahora es uno de los valores añadidos, originales, que presenta esta nueva obra de Jean-Claude Margueron. Y es que no se trata de un estudio fruto de su trabajo arqueológico de campo, un trabajo, por cierto, subrayémoslo, sin rival. ¿Quién puede decir hoy que ha dedicado 50 años de su vida profesional a participar y dirigir sin interrupción misiones arqueológicas en Siria e Irak, misiones que, por otro lado, solían durar meses y meses? En efecto, las nuevas conclusiones, les nouvelles conclusions del subtítulo del libro Marie le Temple d'Ishtar revisité, no son resultado de trabajos de campo arqueológicos llevados a cabo por el profesor Margueron en Tel Hariri. Antes bien, los materiales sobre los que se basa este nuevo estudio consisten en la documentación gráfica y escrita, fotografías, planos, dibujos, informes de la misión de Marie desde que salieran a la luz los primeros vestigios del templo de Ishtar allá en 1934. El profesor Margueron nos ofrece por primera vez en este libro que se publica en su ciudad natal una reevaluación, una reinterpretación, sí, por supuesto, del todo innovadora, a partir exclusivamente de documentación de archivo. Mi privilegio ha consistido, que duda cabe, en ocupar el cargo de director de la colección del CSIC, Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo, y en recibir hace 2 años la propuesta del gran maestro Jean-Claude Margueron de publicar su último manuscrito en nuestra serie. De entre los posibles motivos que impulsaron al profesor Margueron a enviarnos su manuscrito, 2 son los que yo destacaría. Amén, claro está, de la amistad y colaboración que nos une desde hace años. Y cuando digo nos, quiero decir sobre todo con su discípulo Juan Luis Montero, autor del apéndice que incluye el volumen, y conmigo. Los 2 motivos principales, decía, a mi entender, son el volumen 4, el número 4
de la colección Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo y Editorial CSIC. Recuerdo en una de nuestras primeras, si no fue la primera conversación telefónica, cómo el profesor Margueron quedó absolutamente seducido por mi aclaración que el CSIC fuera a la vez editorial académica y pública, y que además, o pese a ello, que dirían los ávidos privatizadores de bienes públicos, exhibiera un prestigio editorial y una calidad científica envidiables y codiciados por las firmas de más renombre en nuestros círculos como puedan ser las editoriales Brill o Walter de Gruyter. Sepan ustedes que el catálogo de editorial CSIC cuenta con más de 2.500 títulos que abarcan todas las disciplinas científicas, 38 revistas científicas que figuran en las bases de datos internacionales de más prestigio, así como 67 colecciones, entre las cuales se encuentra nuestra Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo. BPOA, como la abreviamos, es de hecho una de las más jóvenes. Comenzó sus andanzas hace tan solo 12 años, a pesar de lo cual ya ha sido distinguida con el galardón a la mejor colección de 2013 en el certamen de los Premios Nacionales de ediciones universitaria o académica, habría que decir. Señalaba antes que el volumen número 4 de BPOA pudo muy bien ser determinante en la decisión del profesor Margueron de enviarnos su manuscrito. Y es que contiene este volumen, publicado en 2008, los primeros trabajos llevados a cabo por la misión siroespañola en el Valle Medio del Éufrates, misión dirigida por la parte española por Juan Luis y de la que yo mismo formaba parte, y cuyo diseño respondía en el fondo a una idea del profesor Margueron como un subproyecto de sus trabajos arqueológicos en Mari. La calidad editorial de aquel trabajo, intuyo, fue decisiva para que el profesor Margueron decidiera enviarnos su manuscrito. Un manuscrito, el suyo, que muy poco tiene que ver con el que publicamos nosotros hace 10 años. El que hoy se presenta era un manuscrito de una complejidad editorial enorme, extraordinaria, como su contenido mismo. Complejidad que hemos sabido manejar con cierto éxito, o al menos así lo quiero creer. Para ello he contado con la valiosa ayuda del secretario técnico de la colección, mi colega investigador José Ángel Zamora, y de un equipo magnífico en editorial CSIC. Queden aquí mencionados los nombres de Enrique Barba, José Manuel Prieto y el del director de editorial CSIC, Ramón Rodríguez, quien apoyó desde el inicio, yo me atrevería a decir que con gran entusiasmo, este proyecto editorial, a pesar de las dificultades y exigencias que presentaba. Desde aquí, nuestro más profundo y sincero agradecimiento. El mismo que quisiera expresar ya sin más dilación a todas las instituciones que han hecho posible este acto de hoy, al Museo Arqueológico Nacional, por su siempre desinteresada e inmediata disponibilidad a colaborar con nosotros, a ofrecernos estos magníficos espacios e instalaciones, al CSIC, en particular a su Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, al que pertenezco, al Centro de Estudios del Próximo Oriente y al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, hoy de Ciencia, Innovación y Universidades, sin cuyo apoyo financiero este acto no hubiera podido tener lugar. Y ya para terminar, creo que puedo hablar en nombre de estas instituciones que han colaborado y han materializado este acto, si lo dedicamos a todas y cada una de aquellas personas, desgraciadamente hoy tan olvidadas, que hicieron posible este y el conjunto de trabajos arqueológicos en Siria. De suerte que el presente acto sirva para rendir, en la medida modesta de nuestras posibilidades, el homenaje que merece indiscutiblemente el pueblo sirio, víctima de la barbarie y de las injusticias que acechan al mundo de hoy. Muchas gracias. Juan Luis, cuando quieras. Bien, pues buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, y compartir mesa pues, con dos personas a las que aprecio mucho. En primer lugar, al doctor Ignacio Márquez, colega,
y amigo, con el que he compartido, como bien sabe, pues muchas aventuras por estos territorios mesopotámicos. Y, por supuesto, acompañar al profesor Jean-Claude Margueron, maestro y gran amigo también, del que pues, he aprendido mucho y sigo aprendiendo cada día junto a su sombra, porque realmente es un gran maestro, ¿no?, de los pocos que quedan ya, lamentablemente. Si me lo permiten, antes de empezar a comentar pues, mi colaboración, mi participación, que es modestísima, son apenas unas páginas en este volumen, me he permitido pues, hacer una reflexión personal de cuál es pues, mi relación con Mari, con el profesor Margueron. Me sitúo hace 30 años, en 1988, siendo un joven estudiante en la Universidad de Murcia, estudiando Historia Antigua. En aquel momento conocí por primera vez el Palacio de Mari, la ciudad de Mari, su arte, su historia. Quedé realmente, pues, como no puede ser de otra manera, impresionado. En aquel momento no me pude imaginar, años después, que el profesor Margueron, el director, uno de los grandes directores de la misión de Mari, se convertiría en el director de mi tesis doctoral. Tampoco me podía imaginar que tendría la suerte de formar parte del equipo francés de la misión de Mari. Yo creo que soy, si no me equivoco, el único español que ha tenido el privilegio de formar parte durante 6 campañas de este proyecto arqueológico. Y, finalmente, llegamos al día de hoy, a 2018, y estar aquí pues, presentando este magnífico libro sobre Mari. Insisto, pues, son pequeños recuerdos, ¿no?, que uno le vienen a la mente. Hace ya 30 años uno empieza ya a ir sumando. Y, bueno, ve uno su trayectoria y cómo realmente en aquel momento era impensable que hoy podría llegar un día como hoy tan especial, que siempre es la presentación de un libro, ¿no? No deja de ser una criatura. Y cada día más, yo creo que también agradecer al director de la colección, porque cada vez la calidad de las publicaciones suele ser bastante mediocre y, desde luego, la colección BEPOA está muy mimada. Realmente es un privilegio tener este tipo de publicaciones, y sobre todo en el ámbito de las humanidades, ¿no?, que cada vez es más difícil. Siempre estamos pues muy limitados, ¿no?, por lo que siempre sabemos, ¿no?, por los presupuestos. Bien, he puesto esta foto porque es una foto especial, que también recordará Ignacio, de nuestras aventuras por el Valle del Éufrates. Esta es una foto, pues para mí tiene una simbología bonita, ¿no?, el maestro y el alumno, ¿no?, mirando hacia el Éufrates, hacia ese río pues, milenario donde nació, como bien saben, la civilización urbana. Bien, hecho este pequeño preámbulo personal, les voy a introducir rapidísimamente en lo que es Mari, lo que fue su redescubrimiento por la moderna ciencia. Aquí ven a este elegante lugarteniente, es el lugarteniente Caban. Es realmente la persona que dio aviso en 1933 a las autoridades francesas del hallazgo casual en una colina llamada Hariri, la colina de la seda, que es lo que significa el término Hariri en árabe, de una estatua. Unos beduinos estaban enterrando allí a un difunto y de repente aparece una estatua de estilo sumerio, digamos. Y es así como el Museo del Louvre, en el año 33, en octubre del 33, envía a André Parrot a excavar, a verificar la importancia. Aquí tienen pues, las memorias escritas por André Parrot, traducidas al castellano en los años 60, donde nos cuenta pues, eso en Abu Kemal, que es la zona donde está el yacimiento de Mari. Ahora veremos un plano, justo en la frontera entre Siria e Irak, y nos habla pues, de ese descubrimiento extraordinario de la ciudad de Mari, hasta aquel momento solo conocida por otros textos mesopotámicos. Y fíjense, aquí les he transcrito el telegrama que André Parrot envió el 24 de enero a París. 4 estatuas completas, 3 inscritas, una Rey Mari. Es decir, fue el momento en el que dio a conocer el descubrimiento excepcional en ese momento de una ciudad realmente con una historia apasionante. Y aquí lo ven André Parrot descubriendo lo que fue, digamos, una especie de nido, si quieren, de ocultación de un conjunto de estatuas, entre las que apareció esta, que sobre el hombro tenía una inscripción cuneiforme, que fue la que dio la clave Iski Mari, rey de Mari, y es el que dio lugar al telegrama del 24 de enero de 1934. Y es ahí donde empieza, digamos, la aventura arqueológica de esta ciudad tan importante del Valle del Medio Éufrates. Esta es la situación geográfica para que vean su posición. Es una posición estratégica, es un lugar clave, perfectamente pensado, perfectamente elegido. Es una ciudad fundada ex novo, donde nunca antes el hombre había vivido. Y fíjense su situación,
en un territorio intermedio en esa cuenca sirio-mesopotámica, controlando el gran afluente, el principal afluente del río Éufrates, que no es otro que el río Jabur. Una ciudad perfectamente pensada hacia el 2900 aproximadamente. Mari es una ciudad con una historia muy larga, que se iniciaría aproximadamente hacia el 2950-2900 y terminaría hacia 1760, destruida nada menos que por el gran Hammurabi de Babilonia, que entendió que era una ciudad molesta para su proyecto imperial. Bien, la ciudad de Mari, como digo, una larguísima historia. Habitualmente se divide en 3 grandes ciudades, ciudad 1, 2, 3. Nosotros nos vamos a centrar hoy en la ciudad 2, en la segunda ciudad, la segunda fundación de Mari, entre 2550 y 2250. Es la etapa a la que pertenece, sobre todo la etapa final, el templo, el famoso templo de la diosa Istar, que fue el primer edificio excavado de la ciudad de Mari. Aquí ven el resultado de lo que sería esta fundación extraordinaria y fruto de las investigaciones que se han sucedido desde el año 1933. El proyecto de Mari, el proyecto arqueológico, la misión francesa, ha tenido tres directores. André Parrot, que fue el primero. Posteriormente le sucedió Jean-Claude Margueron en el año 1979 y en 2005 Pascal Bouterlin hasta el año 2010, momento en el que se detiene el proyecto en los trabajos de campo por las razones que bien conocen, la actual guerra que asola aquel territorio. Bien, dentro de esta ciudad, como os decía, la ciudad 2, que es la que nos interesa por la temática del libro, es la que se vincula el templo de Istar, de esta famosa diosa mesopotámica del amor y de la guerra. Vamos a ver la parte, voy a presentar rapidísimamente, la parte que yo he estudiado, que son los depósitos de fundación. Es decir, vamos a empezar a conocer el edificio antes de ser construido. Vamos a ver cómo eran esos depósitos de fundación que se instalaban previamente a la construcción del templo, de esa casa, de esa morada de la diosa Istar. Bien, el templo de Istar, aquí lo tienen ubicado. Este es, digamos, el plano más o menos conocido de los diferentes edificios importantes de la ciudad de Mari. Aquí está la ubicación del templo de Istar, en esa ciudad 2. Y ese templo dedicado a esta diosa, ha dado todo un conjunto de metales. Yo me voy a centrar, como aquí les indico, en los clavos o depósitos de fundación, dentro de un proyecto de investigación que tengo la suerte de dirigir, que trata sobre la metalurgia, el comercio y el primer urbanismo en la ciudad de Mari, la ciudad 1 y 2 de Mari. Bien, fíjense cómo el templo de Istar nos ha dado un conjunto importantísimo de metales de cobre, de bronce, la mayor parte de ellos hoy conservados, afortunadamente, en el Museo del Louvre en París, aunque hay algunos objetos que están en el museo, espero, de Alepo. ¿Por qué conocemos, y es algo extraordinario, por qué conocemos los depósitos de fundación del templo de Istar en Mari? Porque André Parrot destruyó el templo, lo demolió entero, porque estos objetos nunca se ven, porque están debajo de los muros, están en el momento de la construcción de la infraestructura que va a soportar los muros, que luego se construyeron con adobe. Y aquí pueden ver perfectamente cómo los obreros están derribando esos muros a la búsqueda de otros niveles arqueológicos, y eso permitió la identificación de todo un conjunto de clavos de fundación, como verán, nada bonitos, no tienen una estética atractiva, pero muy interesantes en cuanto a su simbología. Se han encontrado 13 depósitos de fundación, es decir, en el momento de la construcción del edificio, bajo el suelo y bajo los muros, es decir, en los cimientos. Les muestro rápidamente algunos de ellos in situ. Y esta sería la posición original. Está formada por un gran clavo vertical, un clavo horizontal con una anilla semicircular, y siempre suelen estar acompañados de 2 tablillas, que aquí las ven, una de alabastro y otra de lapislázuli. Las llamamos tablillas anepigráficas. Yo no sé si eso es correcto, Ignacio. Yo creo que simplemente no son tablillas, son trocitos que tienen forma de tablilla, pero no son tablillas en el sentido de un soporte para la escritura. Bien, ven aquí la distribución. Se ve claramente que hay una distribución homogénea,
delimitando las dos grandes salas, los dos lugares santos de este edificio, la sala llamada 17 y 18. Nos faltaría que uno, por lógica, no sabemos por qué, si es que esta zona no fue bien excavada, pero digamos que el sistema tiene una coherencia en el subsuelo y a lo largo de todos los muros. Fíjense, lo que les decía, son realmente toscos, son torpes, son realmente, tienen una estética pues, muy limitada. Lo que llama aquí la atención son sus dimensiones. Algunos llegan a medir hasta 50 centímetros y su peso puede superar hasta los 3 kilos. Es decir, aquí lo que importa es la cantidad, no la calidad del objeto. Ya ahora intentaremos ver por qué. Son de cobre. Fíjense, aquí me entretuve en pesarlos y en situarlos en su ubicación. En total, nada menos que 63 kilos aproximadamente de metal de cobre en una región, no lo olvidemos, donde no hay nada. Estos son metales importados, algunos desde tierras bien lejanas. Anatolia, Omán, incluso posiblemente Palestina. Fíjense que también es interesante que no hay dos clavos iguales. Son muy parecidos todos ellos, pero cada uno es fundido de forma expresa y siguiendo esta técnica pues, tan tosca, tan elemental y siempre, como pueden ver, acompañados por esas dos tablillas de alabastro y de lapislázuli. Dos productos también importados desde territorios bien lejanos. Bien, ¿qué son? ¿Cómo podemos interpretar estos objetos tan singulares? Pues habitualmente los interpretamos como elementos que delimitan la zona más sagrada del templo, la zona más importante. Y desde luego parece que es una manera de simbolizar el anclaje, la fijación del edificio a la ciudad. Porque dentro de la mentalidad mesopotámica, una ciudad es la morada de un dios, y la morada de un dios es evidentemente el templo. Por tanto, la importancia entre templo y ciudad debe quedar clara en este ritual. Yo propongo en el libro, como hipótesis a explorar, que estos objetos, estos clavos de fundación con esa forma tan singular, sean un emblema que de alguna manera simboliza a la diosa Istar. El signo pictográfico utilizado en los textos de Uruk nos muestra un dibujo similar a lo que vemos en algunos sellos, como es este objeto que curiosamente forma parte del logotipo de la colección. Si no me equivoco, ¿no, Ignacio? A mí este objeto me recuerda a los clavos de fundación. Vemos un objeto con una anilla y un elemento vertical que cuelga de él, no sabemos de qué manera. Sí que está claro que este emblema, que este objeto, que este símbolo delimita contexto religioso. Siempre aparece junto a la fachada, o al menos la fachada de templos, o al menos en un contexto para delimitar espacio de carácter sagrado. Por tanto, podemos intuir como hipótesis que estos clavos de fundación podrían ser un símbolo que representara a la diosa Istar, a la que está dedicada el templo. En apoyo de esta hipótesis está el hecho siguiente, y es que en la ciudad de Uruk, en la misma cronología, hemos encontrado los únicos clavos comparables, los únicos depósitos, fíjense, que se parecen bastante, además con las tablillas de alabastro y del lapislázuli. Vemos estos dos ejemplos, aparecen en la ciudad de Uruk, en el recinto del Eanna, es decir, el recinto dedicado en la ciudad de Uruk a la diosa Inanna o Istar. Bien, es una hipótesis a explorar en el futuro, simplemente la dejo ahí apuntada en ese capítulo final que forma parte del libro. Bien, aquí les pongo un ejemplo, una foto pues curiosa, ¿no? Para que vean las enormes dimensiones. Un clavo en su conjunto podía pesar en torno a 7 kilos en su totalidad. Realmente es algo extraordinario en una ciudad mesopotámica donde este recurso natural no existe. Según mi interpretación, el metal está presente en los ritos de fundación porque es el emblema de la ciudad de Mari. Mari es un centro de importación de metales, de cobre, de estaño. Es esa su razón de ser. Y no es que yo lo opine, sino que los datos arqueológicos así lo confirman desde su fundación. Se han encontrado numerosas instalaciones dedicadas a la transformación de un recurso como es el cobre y el estaño. Bien, la función de estos objetos
tan singulares es sin duda delimitar la sacralidad de ese espacio que es el templo, y en particular su lugar más sagrado, más santo, la zona donde estaba la escultura de la divinidad. Si es el emblema de Istar o no, yo simplemente lo apunto como una posible vía de estudio, una posibilidad a explorar. Bien, termino mi breve intervención diciendo que este libro tiene además, aparte de su calidad científica, que está avalada sin duda por esa larguísima experiencia del profesor Marguerón, que este libro tiene un valor añadido, y no menor, precisamente. Mari, el gran yacimiento de Mari, ha sido destruido en gran medida por los acontecimientos que todos conocen, que han afectado a esa región del Medio Éufrates, el Estado Islámico y las mafias que se han aprovechado de la situación de caos para expoliar un patrimonio excepcional. Y este libro sirve para inmortalizar, para difundir el valor histórico de una ciudad tan importante como Mari. Por eso es importante publicar, es importante dar a conocer el valor de este patrimonio excepcional, yo diría un patrimonio universal. Aquí les pongo, para terminar, simplemente una imagen de la situación previa al conflicto, para que vean un poco la evolución. Cada circulito es una marca del expolio realizado. Esta es la zona del palacio, del Gran Palacio Real, la zona del recinto sagrado, diferentes templos. Vean, en marzo de 2014, vean en noviembre de 2014 la evolución terrible, el daño irreparable que ha sufrido una ciudad tan importante para conocer nuestros orígenes como es la ciudad de Mari. Y termino mostrando esta última imagen, precisamente vean la demolición de un espacio realmente excepcional como es este lugar santo dentro de lo que es el recinto de esa ciudad 2, a la que tanto esfuerzo dedicó el profesor Marguerón a restaurar, a consolidar un proyecto magnífico para, digamos, que este patrimonio sea heredado por las futuras generaciones. Por eso es importantísimo, un acto como el de hoy, dar a conocer una ciudad como Mari y, en particular, a partir del primer edificio que fue excavado por André Parrot y luego una nueva interpretación para que vean que la historia no está escrita de una forma nunca definitiva, sino que todo se puede reestudiar y que reexcavar en los archivos. Ahora que no podemos excavar, lamentablemente, sobre el terreno, es importante excavar en la documentación inédita y no tanto, no solamente inédita, que se conserva en la misión de Mari en París. Yo simplemente les doy las gracias y le agradezco tanto a Ignacio como a la colección, como al profesor Marguerón, que hayan contado conmigo para participar modestamente, desde luego, en este volumen. Muchas gracias por su atención. Bonjour. Veuillez m'excuser, je vais continuer en français. Je ne suis pas capable de parler votre belle langue, j'en suis navré. Donc je vais continuer en français et je vais essayer de vous présenter les raisons qui m'ont conduit à reprendre l'étude de ce temple qui a été, comme on vient de vous le dire, le premier fouillé et dégagé à Mari, celui qui a montré d'emblée à quel point Mari était une grande cité qui avait beaucoup de choses à dire. Ce livre, je l'ai fait en particulier parce qu'il y avait des problèmes, évidemment, de transformation de notre connaissance. Alors, la chronologie des événements, elle est simple, hein. On vient de vous le rappeler, je ne vais pas entrer dans ce débat sur l'exploration de Mari, la découverte du temple d'Ishtar en mi-janvier 1934. Les circonstances de la découverte, on vous les a données. La publication, ça c'est le premier point, la publication a été réalisée en 1956, c'est-à-dire presque 25 ans après les débuts de la découverte. Donc il y avait déjà un petit peu de temps qui était passé, mais on voit bien que les fouilleurs étaient restés sur les importantes constatations faites lors de la découverte. Troisième manifestation importante concernant en particulier le temple d'Ishtar, l'exposition anniversaire des 80 ans de la mission à l'Institut du monde arabe en 2014,
où on a non seulement fait, Sophie Cluzan a organisé une exposition dans l'Institut du monde arabe sur le temple d'Ishtar autour de ce moment de l'histoire de Marie, et il y a eu une publication, catalogue, mais aussi avec des études, qui n'était pas qu'un catalogue, qui a été intitulé « Voué à Ishtar », dans lequel j'ai commis un papier avec tous les collègues qui ont participé à cette entreprise. Avant, je dois bien dire que je n'avais pas beaucoup essayé de pénétrer le temple d'Ishtar, sauf en deux occasions. D'abord, au moment du cinquantenaire de Marie, on fait toujours des colloques, et on reprend des problèmes, on reprend des choses à ce moment-là. C'est pas l'anniversaire qui compte, c'est le fait de mesurer le chemin qu'on a pu parcourir et les choses qui peuvent se poser. À ce moment-là, en 1984, j'avais fait une présentation sur l'ensemble de l'architecture religieuse de Marie. Et donc, je me sentais très, très fort d'avoir fait une sorte de vision globale, d'avoir réalisé une vision globale de cette architecture religieuse. Oui, il y avait quand même des choses qui m'avaient paru un petit peu étranges à l'époque, mais ce n'était pas l'objectif d'entrer dans une analyse critique de ces documents. Et dans un deuxième temps, en 2007, je l'ai donné dans la revue Arporatim, j'ai fait une analyse des plus anciens niveaux qui étaient sous le temple d'Ishtar. Ce n'était pas le temple d'Ishtar qui m'intéressait à l'époque, c'était plutôt la première installation urbaine à Marie. Et je me suis intéressé aux deux niveaux que André Parrot avait trouvés et dont il avait parlé. Alors, on peut se demander, mais pourquoi reprendre le sujet tout d'un coup? Pourquoi est-ce que, à l'issue de l'exposition sur l'anniversaire de Marie à l'Institut du monde arabe, voué à Ishtar, pourquoi est-ce que j'ai voulu reprendre le sujet? Ça pouvait être semblé une chose admise. Le plan de Marie du temple d'Ishtar apparaissait dans les ouvrages scientifiques sous la forme donnée par André Parrot. On ne mettait pas en question les observations qui avaient été faites alors. Par conséquent, ça peut paraître absolument inutile. On pouvait penser qu'il était bien de rester sur ce niveau de connaissance et qu'il n'était pas nécessaire de reprendre le sujet. Mais lorsqu'il y a eu l'exposition sur l'Institut du monde arabe, j'ai été amené à faire un papier et je me suis parfaitement rendu compte à ce moment-là que j'étais plus d'accord avec ce qu'on avait dit sur l'ensemble, que ça me paraissait un peu anormal, un peu à côté de la question, et le temps qu'on m'avait donné pour faire le papier ne me permettait pas de reprendre le sujet et de dire des choses nouvelles qu'au fond je ressentais un peu sans les avoir encore explorées à fond. Alors, il m'a semblé nécessaire à ce moment-là de reprendre le sujet de façon systématique et de me poser la question de savoir s'il fallait remettre en train une nouvelle présentation de ce temple et quelle forme lui donner. Alors, je me suis posé à ce moment-là une question. Je l'avais posée à d'autres moments, mais là je l'ai reposée. Quel est le niveau des connaissances en 1930 à la disposition d'André Parrot? Parce qu'en fait, on considère d'habitude qu'un fouilleur sort un monument de terre et puis qu'il donne son interprétation et on garde ce sujet. On n'y touche pas. La publication est donnée et on ne s'occupe pas de remettre en chantier, de rediscuter vraiment ou rarement ce qui a été publié. Mais il faut quand même se poser, savoir, quand l'archéologue a trouvé ce monument, qu'est-ce qu'il savait? Non pas individuellement, mais qu'est-ce qu'on savait de la discipline? Qu'est-ce qu'on savait de ça? Au fond, en 1930, on n'avait pas pris conscience par la suite qu'entre le moment du début de l'archéologie orientale, le premier acte, 1842, fouille de Khorsabad, 1842, ça nous paraît dans la nuit des temps,
en 1930, c'est moins de 80 ans. C'est 80 ans avant. C'est une vie humaine. Entre le moment où on commence à connaître des choses sur le Proche-Orient et le moment où Parrot découvre Marie, il y a 80-85 ans. Mais c'est un temps ridiculement court et dans lequel les découvertes, car il y en a eu dans la période, dans l'intervalle, n'ont pas été toutes assimilées, toutes comprises dans leur ampleur. On a commencé à parler de certaines choses. Alors, après Khorsabad, il y a eu Ninive. Après Ninive, il y a eu Tello. Après Tello, il y a eu Uruk. Bon, je ne vais pas vous les citer tous. Il y a eu des découvertes importantes, du nouveau matériel remis sur le marché, des temples, du matériel, des objets. Tout. Il y a une masse de choses qui est arrivée. Parrot arrive à Marie en 1933. Il a fouillé à Tello, il a fouillé Larsa, très peu de temps, et il arrive avec son acquis de jeune fouilleur et les connaissances qu'on lui a apprises. Mais les connaissances qu'on lui a apprises, vous pouvez très bien les évaluer. Vous allez voir l'ouvrage de Georges Contenot chez Picard, dont les 3 volumes qui s'appellent Archéologie orientale sont sortis entre 1927 et 1929. Le niveau des connaissances que l'on avait sur l'ensemble de l'archéologie orientale est donné dans ce bouquin. Quand vous replongez dedans, eh bien, il y a des tas de choses qu'on sait par rapport au tout début, par rapport à 1840, mais on s'aperçoit maintenant qu'il y a quand même d'énormes choses qui ont été trouvées pendant cette période, mais qui n'ont pas encore été complètement assimilées. Et quand Parrot prend son chantier, il arrive avec une connaissance encore très limitée du passé de cette civilisation. Et par conséquent, ça pose un problème. Prenons maintenant ce que nous connaissons depuis 1930. Depuis 1930, toutes les grandes fouilles dont je vous ai parlé ont donné de nouveaux chantiers et de nouveaux matériels et on a multiplié les découvertes. Et on a eu des zones qui ont été extrêmement importantes. On ne s'est pas contenté de réfléchir sur Babylone ou sur Uruk, mais on a eu les fouilles de la Diyala, on a eu ça commence. Depuis, on a élargi le champ de la connaissance des fouilles de façon exponentielle. Alors, maintenant, on est à un autre niveau, à un autre moment. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas à l'époque, que Parrot ne pouvait pas comprendre, mais que nous pouvons comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on reste avec l'ouvrage qui rend compte scientifiquement de ce que Parrot pouvait comprendre, mais laisse dans l'ombre tout ce qu'il ne pouvait pas comprendre parce que ça a été trouvé après? Je me suis dit, mais on n'a pas le droit de laisser les choses comme ça. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on montre l'importance exacte de la découverte. La découverte du temple d'Ishtar, c'est énormément de choses. C'est en particulier les statues dont on vous a parlé aussi tout à l'heure. Mais ce n'est peut-être pas que ça. Il y a peut-être plus à dire. Et à ce moment-là, j'ai donc décidé de reprendre parce que je constatais qu'il y avait une sorte d'inadéquation entre ce qui était publié sur le temple d'Ishtar par André Parrot, mais repris aussi par d'autres auteurs scientifiques comme les fouilleurs allemands, les architectes, etc. Je ne vais pas donner la liste bibliographique, ce n'est pas ça mon but, mais c'est simplement, il y a une inadéquation entre ce qu'on dit maintenant et ce qui a été retrouvé. Donc, cette progressive prise de conscience m'a amené à dire il faut reprendre la fouille. Et j'en avais déjà conscience avant l'exposition de l'Institut du monde arabe. En particulier, vers 2000, je m'étais demandé s'il ne fallait pas reprendre un peu. Mais regardez la situation. Cette photo, c'est la photo de la zone du temple d'Ishtar. Ce n'est pas la photo de 2000, c'est la photo que moi j'ai prise en 1954, c'est-à-dire 25 ans après la fouille. Qu'est-ce qu'on reconnaît de la zone du temple d'Ishtar? À peu près rien. Vous retrouvez ici les fondations des colonnes de la salle 15, puis là vous avez un magma informe, ici il y a un puisard qui est beaucoup plus tardif, qui n'a rien à voir, ici il y a un fragment de mur. On retrouve des petites choses. Vous pouvez, sur le terrain, replacer des éléments du temple d'Ishtar. Vous ne pouvez rien en dire d'autre.
Et il n'était pas question de reprendre la fouille dans ce vide. Donc le problème se posait de savoir comment on pouvait réintroduire l'ensemble du temple d'Ishtar que André Parrot avait fouillé comme première zone de fouille réelle sur le chantier qu'il mettait en œuvre, qu'il ouvrait en quelque sorte. Comment faire pour réintroduire ce premier chantier et dont tout l'ensemble flottait dans un vague achevé dans la stratigraphie du site, par rapport à tout ce qu'on a découvert après, comment il fallait essayer de le remettre en phase avec le reste des découvertes. Ce que Parrot n'avait pas fait au moment de la publication du livre, il ne pouvait pratiquement pas le faire. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat, c'était absolument impossible. Alors, il se trouve que dans les années 2000, nous avions ouvert un grand chantier qu'on avait appelé le chantier L, dans le quartier du Souk, que Parrot avait trouvé et fouillé, en bordure du secteur du temple d'Ishtar. Et alors, je me suis dit, là, on a peut-être une occasion pour essayer de se raccrocher à cet ancien chantier. Mais je veux d'abord, avant de vous montrer le raccrochage, vous montrer quels étaient les résultats que Parrot avait publiés sur le plan concernant le temple. Eh bien, 3 niveaux de temple, le niveau A, le niveau B qui était le niveau suivant, le niveau C, je les ai décalés là, vous allez les voir en stratigraphie dans un instant. Et dans ce temple, il y avait la cella, que vous trouvez ici, il y avait la cour à portique, et il y avait le secteur des prêtres, ici sur le côté est. Voilà les 3 éléments. Oh, il y avait encore quelque chose qui était incertain, où il semblait bien qu'il y avait une partie du temple, mais qui n'avait pas vraiment été comprise et reprise en l'état. Alors, un des premiers exercices que j'ai fait, c'est de refaire un semblant, je dis bien un semblant de stratigraphie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les plans de Parrot étalés sur une table où vous ne les avez pas dans le sens de la hauteur, qui est quand même le sens de la stratigraphie, du bas vers le haut, je les ai fait remettre en les empilant. Ça nous donne une idée un petit peu meilleure, mais ça nous met simplement bien clairement en évidence que les 3 phases architecturales A, B et C, évidemment, sont les phases où il y a le temple, et Parrot avait attribué un caractère sacré, les origines du temple d'Ishtar avec les premières chapelles, disait-il, en D et en E, et la remise en série, en séquence, montre qu'il n'y a aucun rapport, mais aucun, entre les 2 premiers niveaux et les phases architecturales. Donc il faut bien se dire qu'il y a eu un moment où il s'est opéré quelque chose, un moment où on a construit le temple d'Ishtar. Et ça devenait un élément clé, parce que nous avions, nous aussi, un besoin de comprendre les niveaux de la ville 1 de Marie, que nous fouillions à plusieurs endroits, et c'était en particulier le travail de Béatrice, on devait retrouver ce qui s'était passé entre le niveau 1, la ville 1, et la ville 2. Or, la ville 2, c'est elle qui contient les 3 phases du temple d'Ishtar, dans la théorie Parrot. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait exact, mais ce n'est pas grave, pour le moment on en était là, et moi je cherchais à savoir comment on pouvait faire un lien entre ces phases D et C. Donc, je me t'ai dit, il faut qu'on puisse reprendre. Le reste de la documentation, donnée dans la publication, c'est par exemple les coupes, les prétendues coupes. Alors, là je suis un peu, comment vous dire, je cherche à affiner les choses, et ces coupes, je les traite non pas de coupe, mais de profil. Car une coupe architecturale doit montrer l'architecture dans son épaisseur, dans sa consistance. Quand vous faites une coupe en architecture, vous ne passez pas au-dessus du mur, sans nous dire comment est l'intérieur. L'intérieur doit faire partie de l'analyse de la coupe architecturale. Or, ici, vous avez une amorce de ligne de fuite pour le fond, ce qui se passe au-delà de la vision de la coupe, du trait de coupe, mais là où passent les traits de coupe, vous ne savez rien. Vous ne savez rien sur les sols, vous ne savez rien sur les fondations. Ce n'est pas une coupe architecturale, c'est un profil, j'allais dire, d'arrêt de fouille sur les monuments. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe pour l'ensemble de l'architecture. Et ça m'a paru être, disons, une lacune assez importante. D'autres choses.
globalement, sans vous donner des exemples à chaque instant, on n'a pas de coupe stratigraphique. Qu'est-ce que c'est qu'une coupe stratigraphique? Ce n'est pas ce que vous venez de voir, où on a, je vous répète, des profils d'architecture. La coupe stratigraphique, c'est la séquence des couches les unes sur les autres, avec ce qu'il y a en interface, les contacts des deux couches, etc. Il n'y en a aucune. Paro ne l'a pas fait. Parce que ce n'était pas trop dans les habitudes de l'époque, parce que lui n'a pas trouvé que c'était utile, parce qu'il n'avait pas de limite de fouille qui lui permettait de lire sur des parois des passages d'une strate à une autre. Je peux trouver quantité de raisons qui expliquent cette lacune. Si je vous dis les lacunes de cette publication, je vous dis, prie de croire, ce n'est pas pour faire une charge contre André Parot. C'est pour vous dire que simplement, à ce moment-là, les techniques de fouille, elles n'étaient pas forcément tout à fait au point, qu'on n'avait pas affiné l'approche méthodologique et ce qu'il fallait dire sur les monuments. Il n'y a pas... Ça ne concerne pas du tout qu'André Parot, ça concerne à peu près tous les archéologues de cette époque. Donc je ne fais pas du tout une guerre contre une publication. Je dis simplement, attention à ce qu'on vous montre. Ce n'est pas l'expression d'une réalité que l'on peut comprendre et restituer dans sa totalité. Alors, les coupes architecturales, je viens de vous en parler, je ne reviens pas. Il y a le secteur du temple d'Ishtar que je vous avais montré tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas bien montré, on va le revoir un instant. Voilà, le secteur du temple d'Ishtar, c'est cette partie orientale du temple. Alors là, on a une amorce d'organisation. Et là, je dois dire que essayer de comprendre de l'architecture dans ce magma de murs de tailles différentes, en biseau. J'ai jamais vu des murs en biseau, moi. Hein. Alors là, c'est surtout avec des briques qui sont carrées. Je ne sais pas comment on fait des murs en biseau avec des briques qui sont d'un format carré. Donc tout ça, ça montrait bien qu'il fallait reprendre cette question. Et c'est ce que je dis, l'aspect incompréhensible du secteur des prêtres. C'est quelque chose qui ne passait pas. Il fallait voir ce que ça disait. Puis alors, il y a le problème des canalisations. Alors, on va le revoir tout à l'heure en plus, mais regardez ici, on a une surface de la cour, du temple, de la cour entre guillemets, du temple d'Ishtar. Alors, vous avez un sol qui est fait avec des gros cailloux. Moi, je veux bien penser que ce sol a servi à des gens pour marcher en faisant des cérémonies, des processions, en portant des offrandes. Ça me paraît quand même un peu curieux comme niveau de sol. Et j'aurais tendance à penser que ce n'était pas le sol d'usage, que c'était quelque chose d'autre. Et ça l'est d'autant moins que vous avez ici un départ d'une canalisation souterraine qui est au milieu de la cour. Bon, alors vous allez me dire, il pleut dans la cour, il faut évacuer les eaux. Mais enfin, vous voyez une cérémonie sous la pluie avec les gens qui pataugent. C'est pas raisonnable quand on est dans un temple. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a des choses qui sont déraisonnables. Et ça, c'est une situation comme celle-là. Je pense qu'elle n'est pas bonne. Et il fallait aller à la chasse de toutes ces interprétations qui ne tenaient pas compte des conditions de vie dont j'ai parlé hier, de la façon de supporter les conditions et les rigueurs climatiques. Et puis enfin, le dernier point, il n'y avait pas une cote altimétrique dans tout le plan du temple d'Ishtar. Donc, il flottait dans l'espace, vous pouviez le placer où vous voulez, il n'y avait pas un point d'accrochage. Bon, moi, je me suis dit, il faut reprendre la question et il faut poser des questions plus précises. Alors, pour cerner les problèmes à étudier, il faut garder à l'esprit des principes d'architecture. Quand un fouilleur n'a pas bien compris, et je pense que je peux, dans certains cas, être moi-même l'objet de cette critique, il va rendre compte de certaines choses qui ne sont pas forcément la réalité architecturale vécue par les anciens. Et ça nous donne des conditions parfois très difficiles pour comprendre les choses. Il faut garder présent à l'esprit que les sols, je fais exprès de vous donner ça parce que je vais insister dans un instant, que les sols dans une maison sont horizontaux et qu'on marche sur un sol horizontal, pas sur des sols en pente. Il faut penser aussi
que les sols sont à peu près au même niveau. Il n'y a pas de décalage, sauf exception. Ça peut arriver, mais il faut savoir pourquoi. En général, il faut que ça soit horizontal. Pourquoi ? Parce que dans ce pays d'architecture de terre où l'eau circule très facilement, si vous avez un sol en pente, l'eau va couler dans le sens de la pente du sol, va l'éroder très vite, et vous n'aurez plus de maison très vite. Donc les sols sont horizontaux. Quand on vous montre des sols qui ne sont pas horizontaux, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Je pourrais vous en montrer, j'ai des publications sur lesquelles je les ai relevées. Mais bon, c'est pas bon, c'est pas possible. Les sols sont horizontaux. Si vous avez des sols à des hauteurs différentes sur le même plan, ça pose exactement le même problème. Parce que l'eau, quand elle coule, elle va aller d'un sol à l'autre, elle va aller en profondeur. Et si elle va en profondeur, elle va stagner. Et si elle stagne, elle va s'attaquer au mur. Et si elle s'attaque au mur, les murs vont s'écrouler très vite. Ce n'est pas possible. On doit répondre à des règles de l'architecture ancienne. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Alors, c'est ce que j'ai fait en posant des questions très simples que je vais vous énumérer très vite, sans les commenter tout de suite. Recherche des anomalies planimétriques, recherche des anomalies repérées dans les coupes, ancrage altimétrique, recherche d'une compréhension du secteur des prêtres, recherche des indices concernant le volume ancien et l'existence d'un niveau supérieur, recherche concernant la stratigraphie et l'évolution du temple, recherche concernant l'organisation hydrologique et la question de la sacralité. Enfin, mise en ordre des principaux résultats. Donc, j'étais décidé à entrer dans un jeu de direction de recherche touchant à des thèmes extrêmement précis et à voir ce qu'il y avait à en dire. Ça m'a paru être l'approche nécessaire. Alors, je vais vous les énumérer très vite sans rester longtemps dessus. Mais par exemple, recherche des anomalies planimétriques. L'étude des plans montre l'absence totale de code d'altitude, l'absence de point d'accrochage dans l'altimétrie générale du tel. Et la grande difficulté, que j'ai déjà soulignée, sur laquelle je ne reviens pas, à comprendre le secteur des prêtres. Moi, je ne sais pas comment on fait pour vivre quand on a des pièces qui n'arrivent pas à donner des passages de l'un à l'autre, où il manque manifestement des murs. Ici, les murs qui sont de travers. Enfin, bon, c'est pas possible. Il fallait voir si on pouvait mettre de l'ordre dans tout ça. Recherche des anomalies repérées dans les coudes. Je vous ai parlé de l'horizontalité. Or, regardez, dans l'une des profils de Parrot, ce qu'on voit, vous avez ici le niveau remis à l'horizontale de la couche B ou de la couche C, et regardez la base de la même couche à côté. À un niveau, elle est ici, disons au point 0, ici, elle est à un niveau moins 1 mètre ou moins 1,5 mètre. Ce n'est pas possible. Cette coupe montre une anomalie absolue, parce que s'il y a de l'eau qui coule à ce niveau-là, vous pensez que ça va être un lac. Et la maison ne peut pas vivre. Donc, erreur de relevé, mauvaise compréhension des altitudes et de ce qui a été trouvé, il faut reprendre l'ensemble de la question des altitudes. Toujours dans la même question, dans le même chapitre. Voici l'horizontalité de la cour et de la cella 17. Alors, Parrot parle toujours de cella. Je vais vous dire, moi, je ne retiens pas ce mot, parce que ce mot appartient au monde romain et pas au monde oriental. Donc, je préfère donner un mot qui représente quelque chose d'oriental et qui est pris sur des termes bibliques, un petit peu un décalque des termes bibliques, et je parle au lieu du lieu très saint. Et le lieu qui le précède, c'est le lieu saint. Et ça, c'est la progression à l'intérieur d'un temple. Je l'emploierai à partir de là. Mais chez Parrot, évidemment, vous retrouvez celle-là, c'est comme ça. Et puis la cour avant. Alors, vous voyez ici, il y a 2 marches. L'autre coupe, il y a 3 ou 4 marches. C'est le même secteur, hein, c'est toujours la cour. Mais on descend dans un lieu saint, dans une celle-là. Et s'il pleut, comment est-ce que vous allez honorer le Dieu sur son trône? Vous allez patauger les pieds dans l'eau? C'est pas possible. C'est une anomalie absolue. Mais il faut en tenir compte et il faut réfléchir à l'ensemble de la situation. Alors quand vous prenez le profil général, regardez, je mets l'horizontalité à un certain niveau, un peu au-dessus des sols,
mais pas beaucoup pour certains, et je regarde les différences de pièce à pièce. Ben, vous avez des différences de 1 mètre sur le niveau des sols. Donc ce profil ne correspond pas à la réalité architecturale du temple, c'est tout. Donc je me suis dit, mais il faut essayer de voir si on arrive à mettre de l'ordre. Il faut voir, j'étais pas sûr de réussir. Un autre exemple, ici vous avez une photo qui nous montre la pièce 18, la pièce 17 et la pièce 19. La pièce 18, c'est une autre, entre guillemets, celle-là. Celle-là 17, c'est la grande sur laquelle Parrot a fait toutes ses recherches et a établi sa stratigraphie. Et vous constatez que la salle 17 est très profonde et qu'au niveau 18, on est au niveau des fondations. Oh. Alors, vous êtes dans un endroit, vous mettez la statue du dieu et vous êtes en fond bien profond, et dans la pièce à côté, à 1 mètre ou 1 mètre 50 au-dessus, vous êtes en fondation. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une non-compréhension du rapport des sols dans cet édifice. Il fallait reprendre toute cette question. Et alors c'est aggravé parce que dans la pièce 19, ce que vous avez en fond de pièce 19, c'est une canalisation. Alors, entre le fond de 19 et le fond de 17, il n'y a pas une très grosse différence. Alors en 17, vous avez une stratigraphie très poussée où il y a le temple, les installations sacrées du lieu très saint, et puis à côté, vous avez une canalisation. Il y a une anomalie absolue. Troisième point, il fallait retrouver l'ancrage altimétrique. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. La fouille de 2002 a permis le raccordement du chantier L, c'est-à-dire la région du Souk, là où travaillait entre autres Béatrice, à la zone d'Ishtar. Il y a d'autres. Juan Luis a travaillé aussi dans le même secteur. C'est toute une équipe qui a travaillé. Je ne peux pas vous citer tout le monde, mais je rends hommage à l'équipe et à tous ceux qui ont travaillé dans ce secteur-là. On obtient grâce au contact les altitudes de la rue, de la dalle de la porte d'Ishtar, la canalisation dans la rue, je vais vous les montrer sur un croquis, l'arrière d'un tombeau de pierre fouillé par André Parrot. Autrement dit, en 2002, on a réussi l'accrochage altimétrique de la zone du temple d'Ishtar avec le reste de la fouille que nous menions. Et ça, c'est un point essentiel, parce qu'à ce moment-là, la zone du temple d'Ishtar revient dans la stratigraphie générale du site, telle que nous avons pu l'établir à partir des fouilles que j'ai conduites, et en reprenant celle d'André Parrot. Donc on a quelque chose de tout à fait nouveau. Bien entendu, dans un tel processus de recherche, de mise en cause, parce qu'au départ c'est une mise en cause, mais ce n'est pas pour faire de la critique, c'est pour retrouver une situation qui est plus conforme à la réalité ancienne, il faut tenir compte de l'emplacement de la cité, non plutôt du temple, l'emplacement du temple d'Ishtar en bordure de la cité, près de la ligne du rempart et à côté d'une porte de la ville. C'est une situation basse dans la stratigraphie générale du site et il faut tenir compte de toutes les situations particulières. Il faut aussi tenir compte du réseau viaire, c'est ce que nous avons été amenés à faire. Alors, l'accrochage, quand le chantier L s'est approché de cette zone, le vide que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous remontre ici, l'accrochage s'est fait dans la rue qui longe la zone du temple, et ici où nous avions une canalisation. Cette canalisation, en reprenant le contact à partir d'ici vers l'ouest, on a retrouvé la canalisation, des fragments de la canalisation. Donc, on a pu l'accrocher en altimétrie. On savait où elle se situait dans la séquence verticale. De même, on a retrouvé le sommet du seuil de l'entrée du temple. On a pu calculer son altitude. Donc, le temple, dans sa phase terminale, on avait un niveau. Dans la rue, on avait le niveau de la canalisation, et sous le temple, on avait un tombeau en pierre qui appartient à la ville 1, qui n'appartient pas au reste, mais on l'avait, il était encore là, et on pouvait s'en servir pour situer des éléments de la stratigraphie repérés par Parrot. Donc, on reconstruisait
la possibilité de l'ensemble de la succession stratigraphique du temple d'Ishtar à partir de cette progression de la fouille de 2002 et de l'accrochage à la rue qui borde à l'est le temple d'Ishtar. Je dois vous dire que je n'étais pas mécontent et que même si je n'avais pas pensé à ce moment-là qu'on allait refaire la publication du temple d'Ishtar, j'étais quand même très content qu'on ait pu combler le vide dans lequel on avait été. Alors, le résultat, je ne vais pas vous le donner dans le détail, mais le résultat, c'est que nous avons transcrit sur les coupes anciennes de Paro les nouveaux résultats, les rapports altimétriques qu'on a pu observer des visus ou recalculer par rapport à ce qui avait été dit par André Paro. Donc on a là une séquence qui était beaucoup bien meilleure. À partir de cet inventaire des anomalies, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai repris la totalité de la documentation issue de la première fouille. Plans, coupes, croquis, photos à partir de la publication et des archives. J'ai recherché d'éventuelles erreurs dans les relevés. Certains dans les fouilleurs ne pouvaient pas avoir conscience sans prendre des altitudes de façon systématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y avait pas un gogno sur la fouille pour prendre tout le temps des altitudes, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Mais nous, on a pu les voir maintenant en travaillant de cette façon-là. Mise en évidence des lacunes et des faiblesses des propositions anciennes, analyse critique systématique, ne garder que ce qui paraît raisonnable. Enfin, mise en relation des documents entre eux. Voilà la progression qui a été la nôtre. Alors, recherche du temple, du secteur du temple des prêtres, là c'était beaucoup plus difficile. On avait 3 niveaux, un niveau qui est ici en bleu, là en rouge et ici en bistre, et je me suis servi d'un système combinatoire en alternant les successions pour voir s'il y avait des murs qui concordaient d'un niveau à l'autre. Puis, à la fin, j'ai superposé le tout et je me suis aperçu qu'il y avait effectivement 4 dominantes de direction de mur, 4 ou 5, et que ces dominantes de direction de mur pouvaient nous indiquer des éléments que l'on pouvait mettre en relation avec le niveau de surface. À partir de ce moment-là, on commençait à beaucoup mieux comprendre. Voici le plan B avec ces lignes équidistantes. Si vous les remettez sur le plan A, vous arrivez à retrouver, il y a une lacune ici, mais les autres tombent sur des murs. Donc, il y a une relation qui s'établit entre le niveau haut où on a l'amorce d'un plan et le niveau bas où on n'a rien comme amorce de plan raisonnable, mais où on retrouve des dominantes de murs aux bons endroits, ce qui quand même est un signe. Alors, j'ai joué sur ces bandes, sur ces rythmes, sur ces équidistances, et je trouve qu'il y a là une répartition et qu'on a une division en 4 grandes secteurs, bandes, nord-sud, et qu'on peut amorcer un quadrillage de l'ensemble du niveau A, et on obtient quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Ce raisonnable, il est donné ici, dans ce schéma que nous n'avons pas. C'est une création de moi à partir de cette analyse. Alors là, j'ai des bandes parallèles. On a retrouvé l'escalier, ça il est absolument sûr, mais on a des bandes parallèles. Je vais vous dire, ça c'est très beau, mais ce n'est pas vivable. Vous avez des pièces étroites et longues, loin des sources de lumière. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? À la rigueur, on va dormir à certains moments, mais on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre tous les jours. Ce plan est un plan qui nous donne les idées sur la structure d'ensemble, il ne nous donne pas le plan réel. En revanche, il y a une chose qui est tout à fait remarquable, c'est que si ce mur 7, qui est ici en noir, et que nous avons dans nos superpositions, parce que nous sommes en fondation, si vous le supprimez, vous tombez avec cette répartition sur un plan du type plan tripartite, qui est une règle de l'architecture orientale depuis le néolithique. Autrement dit, derrière le magma informe que nous avions retrouvé, se met en place à l'étage un plan tripartite. Donc, au rez-de-chaussée, il faut tenir compte peut-être de ce qu'on a fait un mur médian
pour supporter le sol de la grande salle de l'étage. Et ça, c'est le secteur des prêtres, c'est-à-dire le secteur où ils vont vivre, le secteur où tous les gens vont se rencontrer, où il y aura des manifestations collectives. On commence à voir se réaliser l'habitat qui était celui des prêtres, et non pas quelque chose d'incompréhensible. Autre élément, le plan tripartite de l'étage. Eh bien, et la morphologie générale s'enrichit de l'existence d'un tracé régulateur de forme A racine de 3, c'est-à-dire le côté rabattu une fois, rabattu une deuxième fois, vous avez un plan qui est le résultat d'un tracé A racine de 3. Je ne l'invente pas, j'en ai parlé un petit peu hier, je ne vais pas le reprendre aujourd'hui. Il apparaît derrière les ruines, il n'apparaît pas dans les ruines, il apparaît derrière les ruines qui ont abouti à une réflexion, qui aboutissent à quelque chose. Alors, vous me direz, oh, mais ça ne colle pas, parce qu'ici, il n'y a pas une parfaite coïncidence. Je vous l'accorde. Il n'y a pas une parfaite coïncidence. C'est quand même de l'ordre du mètre, hein, pas beaucoup plus. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette parfaite coïncidence? Parce que vous avez ici le tracé du rebord de la rue, et que la rue, elle est un tout petit peu incurvée, et que pour que les eaux s'écoulent dans la rue et dans les chaussées absorbantes, il avait fallu très vraisemblablement dans l'Antiquité, tricher un peu avec le A racine de 3, c'est tout. Je ne pense même pas que ce soit les fouilleurs modernes qui se soient trompés là, je pense que c'est l'aménagement du réseau urbain qui a conduit à une très légère distorsion dans l'implantation. Sixième axe de recherche, la stratigraphie réelle des bâtiments et la reproduction de la stratigraphie qui avait existé et qu'en fait on aurait dû retrouver. Alors, je ne vais pas entrer dans ce détail, les résultats, et on va encore en parler un instant après, il y a 2 niveaux d'architecture et 2 seulement, il n'y en a pas 3. Le niveau que Parrot avait de B et C ne font qu'un. Il a été amené à faire une dissociation sur des détails, mais ce n'est jamais que le même niveau architectural. Donc, nous avons un niveau temple ancien, qui est celui de la fondation de la ville, et du temple, le moment où on a mis les clous. C'est à ce moment-là que ça a été fait, ça. Puis, vous avez la vie du temple pendant toute la durée de la ville 2, puis sa destruction par Naram-Sin. Les successeurs, les Shakanaku, ont décidé de reconstruire. Ils ont mis du temps. Ils n'ont pas reconstruit du jour au lendemain. Il a fallu qu'ils reconstruisent toute la ville. Et pour reconstruire la ville, il fallait reconstruire le haut de la ville avant de construire le temple, à cause de l'eau qui s'écoule. Donc il fallait aménager progressivement le bas. Donc on a construit, je ne sais pas en combien de temps. Est-ce qu'il a fallu un demi-siècle, un siècle? Je ne sais pas. Il a fallu du temps. Ça, c'est une certitude. Et le temple récent, c'est celui que Parrot a retrouvé en surface, dont il a retrouvé les restes en surface. Et ce temple récent, c'est celui de la ville 3, puisque ça a été reconstruit avec la ville 3, c'est celui de la ville 3. Et cette reconstruction, eh bien, elle a donné le temple que nous connaissons quand même le mieux par ses restes. Et ce pauvre temple d'Ishtar a fait partie des massacres réalisés par Hammurabi en 1760 dans la ville de Mari. Alors, je vous ai dit recherche concernant l'organisation hydrologique, je ne vais pas insister, mais il y a là les canalisations qui concernent la zone du temple d'Ishtar. Ça en fait beaucoup, hein. Vous avez là, vous avez ça, vous avez tout ce qui est autour. En réalité, il y a des phases différentes, il y a des réaménagements, et on arrive très bien à l'inscrire dans l'ensemble de l'évolution du temple par la suite. Je ne vais pas insister maintenant, tout simplement en passant, regardez ici, vous avez le niveau haut qui est ici, et là, un niveau bas qui est là. Et entre là et là, il y a 1 mètre de dénivelé, c'est la différence de rattrapage. Quand les reconstructeurs pour le temple de la ville 2 se sont accrochés à la canalisation ancienne. Donc vous avez 2 niveaux, et le rattrapage, il est là, on voit très bien que ça descend, et que ce n'est pas au même niveau. Alors, dernier point extrêmement important des recherches que nous avons faites, c'était de rechercher les éléments de la sacralité. Alors, nous avons déjà les éléments de la sacralité par les clous. Hein. Ça, c'est très important, c'est lors de la fondation.
Lors de la fondation, il s'est passé encore d'autres choses. Et la fouille, je ne peux pas vous le donner tout à fait en détail maintenant, mais je l'explique dans l'ouvrage. Au moment de la fouille, là, à l'emplacement du niveau d'occupation de la ville 2, là où ils ont établi le lieu très saint du premier temple qu'ils ont construit, ils ont créé un puits qui va jusqu'au sol pour enlever toutes les impuretés qui se trouvaient sur le trajet possible du Dieu, puisque le Dieu se rattache à la terre. Et ça, c'est le trajet du Dieu. Et au fur et à mesure de la construction, ils ont arrêté par des phases de sanctification. Je ne connais pas le détail, hein. Moi j'attends que les textes m'en parlent, ils vont venir m'en parler, j'en suis sûr, un jour, mais il y a des arrêts, sanctification, on passe d'un niveau, on laisse des barcasses qui ont reçu des libations pour la sacralisation du lieu, on remonte de 10 ou 20 cm, nouveau arrêt, nouvelle barcasse, nouvelle sacralisation, et on a fait ça sur des hauteurs de 1 à 2 mètres. Donc, l'ensemble du processus de sacralisation du temple, c'est non seulement la mise en place d'un espace divin par les clous de fondation, voir Juan Luis, c'est aussi la création d'un puits de sacralité pour être sûr que là où le Dieu allait trôner, il n'y ait pas d'impureté dessous. Quelles sont ces impuretés? Ben, par exemple, des tombes. Le Dieu, en Orient, ne cohabite pas avec la mort. S'il y a des tombes dessous, il faut les éliminer. Il faut que le lieu devienne un lieu sacré. Et le puits est rempli d'une terre qui a été sacralisée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas du tout n'importe quoi qu'ils ont jeté dans le puits. Et ils ont fait tout ça. Et dans le même temps, cette sacralisation progressive en remontant, en construisant. C'est quand même une découverte que je considère comme extrêmement importante. Je signale en passant que je la retrouve dans le temple manufacture de Marie et que je ne serais pas étonné si on reprenait certaines fouilles qu'on le retrouverait ailleurs. Mais il faut le chercher. On ne trouve que ce qu'on cherche, malheureusement. Les résultats. En architecture, 2 phases architecturales et non pas 3. Temple ancien, ville 2, temple récent, ville 3. Un seul niveau d'usage pour chacun. Il n'y a pas de reprise de niveaux successifs, il n'y a qu'un niveau d'usage pour chacun. Chaque fois, juxtaposition de 2 sanctuaires, c'est-à-dire de 2 lieux très saints précédés d'un lieu saint, 2 LTS, 2 LS, associés à une maison commune, prêtre et service. Alors, il ne faut pas s'étonner, le temple, c'est la maison du Dieu. Les prêtres, ils sont dans leur maison. La maison, on vit dans la maison du Dieu. Les hommes vivent. D'ailleurs, il y a des textes bibliques qui nous le montrent très bien. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Le temple du Dieu, c'est la maison du Dieu, comme la maison, c'est la maison des hommes. Et on retrouve des activités identiques. Donc là, il y a une chose qui est assez importante. Chaque sanctuaire est formé d'un lieu saint et d'un lieu très saint au rez-de-chaussée. Mais la question, qui est une découverte aussi, pas simplement du temple d'Ishtar, mais de l'ensemble des études que j'ai pu faire sur certains temples, un étage court sur la totalité du bâtiment, et en particulier au-dessus des lieux très saints. On y circule par une galerie qui fait le tour des espaces centraux. La sacralité, je viens de vous en parler, je ne reviens pas dessus. Alors, voici les principaux résultats. Le temple ancien, version nouvelle. Le temple récent, version nouvelle. Vous avez là la version ancienne et là la version ancienne du temple ancien, la version originelle. Il y a quand même un petit chemin qui a été parcouru de l'un à l'autre. Deuxièmement, rez-de-chaussée du temple ancien, rez-de-chaussée du temple récent. Et on a l'étage. On peut le déduire de beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer maintenant. L'étage du temple ancien, le voici avec une grande vraisemblance. Il y a quelques éléments qui nous manquent, mais dans la mesure où les bâtiments sont repris d'un niveau à l'autre et les lignes de structure sont les mêmes, il y a de fortes chances que ça soit correct. Et ça, c'est le niveau de l'étage, c'est l'organisation de l'étage du temple récent.
Donc on a là des ensembles tout à fait nouveaux, et je vous montre quelque chose d'une particularité. Les lieux très saints sont au niveau du sol, mais à l'étage, il n'y a plus de lieux très saints, on a des pièces d'appartement. C'est-à-dire que la sacralité ne monte pas au-delà de l'emplacement du Dieu du temple. Le Dieu, il est dans son endroit, c'est à lui, c'est là qu'il habite. Mais après, vous pouvez construire quelque chose d'autre. Alors, entre nous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais vous prenez les cathédrales européennes, il y a des appartements profanes dedans. En général, on ne le sait pas, mais il y en a à l'étage, il faut savoir. Donc, ce n'est pas du tout différent. La cathédrale, c'est le grand sanctuaire de Dieu. Il y a des appartements privés où le chanoine ou n'importe qui peut vivre. Bon, très bien. Eh bien, nous sommes dans une situation similaire et je pense que ça change un petit peu, ça devrait changer un peu notre perception de la réalité sacrale de l'Antiquité. Alors, trois ou quatre restitutions en volume de ce que ça donne. Le lieu saint du temple, le lieu très saint est là, dans le fond, avec ses piliers, ses colonnes, et la galerie qui fait le tour. Là, nous sommes dans celui du temple ancien, ville 2. Ici, nous sommes dans le même lieu en ville 3. Ils ont remplacé les colonnes de ce mur, de ce côté-là, par un véritable mur, mais c'est la même chose. Le plan n'a pas changé, c'est simplement le support qui a changé. La galerie à l'étage, qui circule de toutes les parties de l'emplacement des prêtres et qui est là-bas ou au-dessus du lieu très saint, sont tous accessibles de la même façon. Voici une axonométrie ouverte sur la face nord pour mettre en évidence les deux superpositions d'étages, de niveaux, la galerie de circulation qui va dans les parties hautes et qui domine le rez-de-chaussée. Même axonométrie ouverte du côté sud, où vous voyez très bien comment l'emplacement du Dieu dans son lieu très saint est surmonté d'un étage qui correspond à toute cette zone de circulation. Enfin, voici la restitution que l'on peut donner de l'ensemble du temple avec ses différentes composantes, la place qui s'étendait devant la porte de la ville où se trouve le rempart, le souk qui avait été fouillé par André Parot, et je me permets d'offrir cette image au Conseil supérieur des recherches scientifiques espagnol, qui m'a donné l'occasion de réaliser et de publier cette étude, et je voudrais en même temps remercier Juan Luis Montero et Ignacio Marquesro pour tout ce qu'ils ont fait dans l'amitié pour cette opération. Merci. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por esta magistral presentación. Bueno, me ha encantado personalmente, y de vosotros dos, Juan Luis, Ignacio, por vuestra colaboración en este estupendo libro. Uno con la ayuda de la publicación, que creo que cuesta. Y bueno, y Juan Luis por este apéndice. Yo desconocía que hubiera este tipo de objetos. Desde luego en Egipto no lo tenemos, eso ya te lo digo, ¿eh? Así que no. Bueno, a mí antes de nada decir que personalmente se me ponen los pelos de punta de ver lo que se ha llegado a hacer como una ciudad pues milenaria, que además ha sido excavada, trabajada, y como pues la barbarie, la locura del hombre, porque sí, y sin que se le mueva un pelo, la ha destruido. Yo espero que en un futuro más pronto que lejano podáis ir a vuestra querida Mari y bueno, podráis estudiarla y aquí tenéis la mesa para presentarlo y mucha gente que venga a verlo. Espero que así sea. Bueno, si alguno de vosotros tiene... Ah, pues sí, estupendo. Ay, espera, que es que me ha dicho que tenía otro. Se me ha dicho que tenía otro micrófono, pero... Sí, ese señor. Professeur Marin, je vais faire la question en français. Je vais savoir simplement si la destruction de la cité de Marie par Rancine et Hammurabi
il est pour motif politique et militaire ou aussi religieux? Je n'ai pas très bien compris, excusez-moi. C'est l'assertion de la cité de Marie par Hammurabi et Naram-Sin. Il est par motif militaire et politique ou aussi religieux? C'est lié, c'est-à-dire que en réalité, c'est politique. Hammurabi se construit son empire et pour la première fois, il construit un empire qui est à l'échelle de la Mésopotamie. Ça, c'est une chose qui ne peut pas être mise en doute et c'est un moment qui est tout à fait caractéristique de l'histoire de la Mésopotamie. Mais les dieux sont impliqués pour une raison très simple. Une cité, ce n'est pas une ville qui est établie comme ça. C'est une cité qui est établie au nom d'un dieu. C'est la divinité qui crée la ville. Et vous n'avez pas beaucoup de villes qui ont le même dieu. Il y en a, ça existe parfois, mais dans l'ensemble, chaque dieu a sa ville. Et c'est une très curieuse répartition qui s'est faite aux origines de l'urbanisation, que cette, comment dire, identité des villes nouvelles avec une divinité qui n'était pas, utilisée ailleurs ou rarement. La ville s'identifie. Le territoire urbain, c'est le territoire sacré du Dieu. C'est pour ça que dans les premiers siècles, il n'y a pas de téménos, c'est-à-dire de territoire sacré à l'intérieur de la ville. Le rempart joue le rôle du téménos. Le rempart, c'est contre l'ennemi, mais c'est aussi la limite du territoire divin. Quand vous êtes dans la cité, vous êtes dans le domaine du Dieu. Quand vous franchissez le rempart, vous êtes dans les solitudes infinies et dans l'absence de sécurité. Et ça correspond à beaucoup de choses qu'on connaît dans les textes et des choses qui apparaissent. Alors, ça n'a pas duré tout le temps. Il y a eu un moment où il y a eu un téménos à l'intérieur des cités. Donc il faut savoir que là, il y a des évolutions qui se sont opérées. Il n'empêche qu'une rivalité de cité apparaît aussi comme une rivalité de dieux. Et quand l'un des dieux l'emporte, eh ben, il écrase l'autre, et il emporte les statues, et il détruit tout. Alors, le pauvre temple d'Ishtar, massacré par Naram-Sin. Alors, il faut dire qu'ils avaient été très méchants, les gens de Marie. Très vraisemblablement, ils avaient dû se soumettre à Sargon d'Agadé. Et ils s'étaient soumis en payant tribut. Mais c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans cette période-là, la durée de la dynastie d'Agadé, on s'aperçoit très bien que la ville est pauvre. On ne trouve pas grand-chose dans la ville. La ville est devenue pauvre à cause certainement du tribut que la ville devait verser. Et un des rois, à un moment donné, quand il y a eu la succession de Sargon d'Agadé avec Naram-Sin, eh bien, il a décidé de se lancer dans une opération où il voudrait retrouver son autonomie, son indépendance, avec d'autres. Alors, je sais, on n'a pas, historiquement, ce n'est pas totalement attesté, c'est attesté par un poème. Alors on dit que ce n'est pas tout à fait historique, mais moi je pense que c'est historique, ça a été repris, et quand je dis que je le pense, c'est parce qu'on ne peut pas expliquer la situation de Marie si le destructeur est Sargon, alors qu'on peut très bien l'expliquer si le destructeur réel est Naram-Sin. Donc il y a là quelque chose de très important, et qui montre que derrière les guerres, il y a aussi les dieux. Et que, voilà, on les fait participer à la guerre. Lo siento, profesor, en español. Le podrá traducir Ignacio, probablemente. Agradecerle en nombre del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en nombre de su presidenta también, el haber contado con nosotros para la publicación de su obra. Y ya una pregunta de Lego, totalmente, pero preocupado por el futuro. ¿En qué estado hemos visto unas fotografías del estado actual de la excavación?
¿Es posible evaluar qué pérdida ha supuesto todo esto y qué va a suponer para los estudios futuros? Alors, tout d'abord, vous remercier au nom du Consejo Superior de Investigaciones Científicas, du CSIC, et de sa présidente, l'honneur que vous nous avez fait de publier avec nous un ouvrage comme celui que vous avez présenté aujourd'hui. Alors la question que Ramon vous pose, la barbarie, le vandalisme qui était sujet le site de Marie, est-ce que ça répercute sur les possibilités présentes et futures de continuer à travailler sur le site et sur ce... Maintenant, savoir si on peut futur. reprendre Oui, la fouille. oui, oui. Écoutez, je pense qu'on peut, mais toute entreprise de reprise de la fouille devra délimiter les endroits où on peut entrer. Or, il y a eu des tunnels. Donc, à l'heure actuelle, même avec les photographies aériennes où on a vu les points d'impact des fouilles, on ne peut pas encore savoir jusqu'à quelle profondeur ont été opérées certaines destructions. Donc, reprendre la fouille, je pense que c'est possible quand même. Les hommes sont des destructeurs, ils ont fait des choses épouvantables. Là, ils ont détruit tout ce que j'avais essayé de préserver, de protéger, tout ce que Parrot avait essayé lui aussi de protéger. C'est quand même épouvantable, on n'en a pratiquement pas parlé. On a parlé de Palmyre, on n'a pas parlé de Marie. Mais c'est quand même épouvantable. Alors la différence, c'est qu'à Palmyre, vous avez des relevés de tous les murs. Donc on peut le reconstruire. Je ne veux pas dire qu'il faut que c'est rien, mais on peut le reconstruire, on sait comment c'était. Tandis qu'à Marie, c'est les sources mêmes de la connaissance qu'ils ont détruit, puisqu'ils se sont attaqués à ce qui est en dessous, à ce qui n'a pas été fouillé. Donc je dirais par un certain côté, c'est infiniment plus grave que ce qu'ils ont fait là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne peux pas lutter contre ça. Si je devais aller maintenant, si j'avais les moyens, les possibilités, je ne les aurais pas, mais d'aller sur le site, je mettrai en place une équipe qui arrive à cerner trou par trou, zone par zone, tout ce qui a pu être atteint dans le cœur du tel et des couches. Et je ne ferai aucune recherche avant qu'un plan réel de toutes les destructions, de tous les niveaux abîmés, ait été réalisé. Après, on saura s'il y a des zones qui sont encore accessibles. Je pense qu'il y en a. Est-ce que ce sont des zones importantes? Ça, c'est une autre question. Je ne peux pas encore, évidemment, répondre à cette question. Je dois dire que c'est dramatique. Hein. Vous savez, moi, je suis né l'année de la découverte de Marie, 1934, et du temple d'Ishtar. J'ai mis les pieds pour la première fois sur ce site en 1954, j'avais 19 ans. Je savais ce que je faisais, je n'allais pas à l'aventure. Je savais que c'était ce que je voulais faire et que j'avais la chance que André Parrot accepte de me prendre comme photographe dans son équipe. Et puis, j'ai passé mon temps après à y retourner. J'ai fouillé en 65, en 66, j'ai pris la direction de la fouille en 79. Donc, au fond, malgré le fait d'avoir fouillé à Aymar, à Larsa, à Ougarit, bon, je ne vais pas donner tout, mais ma vie se fait autour de Marie. Et c'est quand même les recherches que j'ai engagées autour de Marie qui débordent sur d'autres choses. Mais c'est quand même là que mes recherches ont démarré et se sont engagées, amplifiées. Alors, vous dire que ce qui vient de se passer ne m'émeut pas et ne m'atteint pas, non, ça je ne pourrais pas. C'est quelque chose d'épouvantable. Et je sais que ce n'est pas moi qui pourrais intervenir maintenant. J'espère que certains le feront en sachant ce qu'ils font et en le faisant bien. Sinon, j'attends. Je ne le verrai peut-être pas. Oui, moi j'en ai une. Oui. Comme directeur de la collection BEPOA, est-ce que vous avez l'idée de peut-être continuer à collaborer avec nous en nous offrant des nouveaux cadeaux comme celui Alors, que vous... je vais être très simple. Je pense que je n'ai pas eu de meilleure collaboration dans les différents ouvrages que j'ai faits dans ma vie, comme celle que j'ai eue avec vous. Et je serais heureux s'il y avait des possibilités d'autres collaborations.
collaboration. Ça me touche vraiment. Je suis ému. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Et...